Mois de juillet, mois de l'intelligence artificielle à Bénin Excellence. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour le spécial numéro du magazine L'Invité portant sur les perceptions sociologiques de l'intelligence artificielle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous dans cette belle salle de la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi pour votre magazine préféré, L'Invité. Et ce matin, comme nous savons si bien le faire, nous allons recevoir pour vous des personnalités, des personnes qui s'y connaissent vraiment et qui vont vous apporter les informations nécessaires en matière d'intelligence artificielle pour peut-être limiter les préjugés que nous avons de l'intelligence artificielle. Ce matin, je ne serai pas seule, je serai avec mon cavalier du moment, Monsieur Gambiala Jospin, que je vous prie d'applaudir très fort pour l'introduire. Jospin, bonjour. Bonjour Tata Larissa. Et bonjour ce cher matin, public. Ça va très bien. Et vous? Ça va. Un peu fatigué? Ça va. Alors, un mot à l'endroit de notre public déjà. Hein? Alors, bonjour cher public. J'espère que vous êtes bien sur les pieds pour participer, pour intervenir, poser les questions, pour suivre ce que les différents prestataires vont dire et pouvoir poser les questions qui vous ont amené ici, qui vous ont interpellé, qui vous ont dit « je dois prendre ce rendez-vous pour venir assister à cette conférence ». Merci. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, nous allons recevoir ici les panélistes, n'est-ce pas? Alors, nous allons commencer. On a 3 panélistes de haut niveau. Élève ingénieur à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges, en France actuellement. Il faut dire que Justin a déjà fait son expérience également au laboratoire de Bénin Excellence en intelligence artificielle. Tout à fait. Et donc, il pourra nous parler de ce qu'il pense, ou bien de la différence, ce qu'il remarque comme différent entre ce qui se fait au Bénin et ce qui se fait là-bas. C'est bien ça? Exactement. Justin est d'ailleurs le deuxième meilleur participant à la première édition de l'EIA 2021 du coup, et il est aussi formateur actuellement. Merci. Alors, Justin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et avant tout, je devrais d'abord remercier Madame Larissa Padonou et son co-animateur, Monsieur Jospin Gambiala, de m'avoir permis d'être ici devant vous pour vous entretenir sur ce important sujet. Allez, merci à tous. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Jospin. Oui, nous allons passer à un autre poids lourd de cette présentation, Monsieur Thiam Yag. Alors, il est ingénieur en ML, en machine learning à Deliveroo à Londres, en Angleterre. Il est diplômé à l'école d'ingénieur centrale Supélec en France, avec un master en sciences, data science et business analytics. Monsieur Yag, veuillez l'applaudir. Il faut dire qu'il est passionné de l'histoire, c'est un amoureux du sport. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, un mot, Monsieur Yag, à l'endroit du public. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Larissa pour l'invitation. Je suis très ravi d'être aujourd'hui en votre présence pour discuter des sujets d'intelligence artificielle. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Bien sûr. Merci à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Celui que nous allons recevoir à présent est artiste et scientifique de l'Université de Montréal au Canada. C'est un passionné de la Vierge Marie et de l'anatomie. Il nous dira peut-être pourquoi tout à l'heure. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur François-Joseph Lapointe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Lapointe, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci Larissa, merci Jospin de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être ici et j'ai hâte de répondre à vos questions. Plaisir partagé. Un mot à l'endroit de ce charmant public. Eh bien, ce public est très nombreux. Je pensais qu'il y aurait 5 personnes, mais je crois que vous êtes 5 fois 10 ou fois 20 peut-être, au moins une centaine de personnes. Donc, j'espère aussi que vous allez être intéressés et que vous n'hésiterez pas à nous poser des questions. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Alors, nous sommes là pour parler des perceptions sociologiques de l'intelligence artificielle. Et pendant que nous étions en train de préparer ce numéro, nous avons promené notre micro pour recueillir les avis des uns et des autres sur l'intelligence artificielle. Alors, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. Pour faire simple, c'est quand nous humains, nous donnons des instructions et bien définies à l'ordinateur pour les exécuter. C'est l'ensemble des moyens qui donnent à la machine l'opportunité de réfléchir. C'est une simulation, j'allais dire, de l'intelligence humaine par des ordinateurs. Oui, l'intelligence artificielle de base, c'est de permettre aux hommes de déléguer des activités aux robots afin qu'ils puissent eux-mêmes avoir un peu de temps pour eux-mêmes. C'est un petit peu pour faciliter la tâche aux humains dans certains domaines. C'est une très bonne chose, ça peut nous permettre d'optimiser beaucoup de tâches. C'est une innovation, une chose très très bonne. L'IA, c'est vraiment un atout que nous avons. Il y a des choses que rapidement le cerveau humain ne peut pas faire. Mais parce que nous arrivons à programmer des algorithmes, avec ces algorithmes, rapidement, on peut faire ses calculs. Mais malgré tout, je me dis que c'est un outil à utiliser avec précaution. Un outil sur lequel il faut fixer certaines limites. On risque de perdre beaucoup de choses, on risque de perdre plusieurs choses dans l'humanité, c'est-à-dire certains travaux ou même notre intelligence en fait. Ça va dépendre de quel type de citoyen. Les étudiants déjà, que j'ai l'habitude de côtoyer, le voient plus comme un outil qui permet de faciliter beaucoup de choses. Un outil qui est salvateur en quelque sorte. Et c'est pas à peu près la même chose pour certains corps de métier qui tendent à disparaître à cause de l'intelligence artificielle du coup. Donc il y a plusieurs personnes de mon entourage qui sont très réticentes justement à l'intelligence artificielle. Le regard négatif, c'est-à-dire la limite qu'on peut avoir, est-ce que la question qui se pose c'est que est-ce que ça ne pourrait pas remplacer les humains dans un futur très proche? Pour ceux qui n'en savent rien, je crois que c'est quand même une innovation pour eux. En termes de perception globalement, elle est assez peu connue et elle est forcément appréciée parce que l'intelligence artificielle nous permet d'éviter les erreurs qui sont inhérentes à l'intelligence humaine et nous permet quelque peu aussi nous facilite la vie. Bon, nous sommes dans une période à l'ère où nous sommes actuellement, les hommes sont beaucoup plus occupés, donc il faudrait un peu qu'on puisse avoir aussi nous-mêmes notre propre temps, donc déléguer des activités aux robots ou bien aux programmations, ça va nous permettre de beaucoup plus nous concentrer sur nos propres activités et afin de vraiment évoluer selon le rythme auquel évolue le monde aujourd'hui. Alors, chers panélistes, chers publics, voilà ce que les uns et les autres pensent de l'intelligence artificielle. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons commencer par M. Yag. Oui, bon, je vais avoir la lourde tâche Vous de allez commencer. opiner là-dessus. D'accord. Moi, de ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que les gens ont une assez bonne compréhension de l'intelligence artificielle de façon générale, qui comprennent que c'est un outil qui peut nous aider à améliorer ce qu'on fait au jour le jour. Donc, comme on utiliserait un marteau pour casser une pierre, en fait, l'intelligence artificielle, c'est aussi un outil. Mais ce qui me semble aussi que les gens sont appréhensifs dans le sens où ils pensent que l'intelligence artificielle peut nuire d'une certaine façon. Donc, il y a une certaine peur par rapport à l'intelligence artificielle qui peut se comprendre. Donc, je peux comprendre parfaitement les craintes qu'ils ont. Et je pense que c'est des raisons très valables, des questions très importantes à se poser aujourd'hui. Merci à vous, M. Yag. M. Lapointe. Avant de définir l'intelligence artificielle, peut-être définir l'intelligence, ou l'intelligence naturelle, si vous voulez. Si vous ouvrez un dictionnaire, vous allez avoir la définition suivante. C'est la faculté de comprendre et de connaître. Point. C'est
tout simple. L'intelligence, c'est comprendre et connaître un sujet. Dans certains cas, on ajoute même capacité d'adaptation. Donc, face à un nouveau problème, comment une personne dotée d'un raisonnement intelligent peut être capable de répondre à ces nouveaux phénomènes, des nouvelles problématiques auxquelles elle n'a pas été en face dans son passé. L'intelligence artificielle, donc, c'est un ensemble de techniques, comme tu nous le disais, qui permet à une machine d'accomplir ses fonctions. Donc, ça puisse être à la fois d'accomplir des tâches automatisées, mais également de résoudre des problèmes qui, normalement, sont résolus par des humains. Merci à vous, Monsieur Lapointe. Justin, c'est le même point de vue par rapport au micro-trottoir? Oui, en effet, je pense que, en général, le point de vue de ceux qui sont passés au niveau du micro-trottoir, le point de vue est globalement ce qu'il est de l'intelligence artificielle. Et pour continuer dans la même lancée que mes prédécesseurs, je pense que je peux dire que l'intelligence artificielle, c'est effectivement un domaine de l'informatique qui s'occupe principalement de créer des systèmes qui seront capables au fait de résoudre des tâches qui normalement devraient être confiées à des êtres humains, c'est-à-dire simuler l'intelligence humaine. Merci, Justin. Merci beaucoup. Alors, en répondant en opinion par rapport au micro-trottoir, M. Lapointe et M. Ngouagne ont directement donné une définition à l'intelligence artificielle, qui était ma prochaine question. Alors, M. Ndiaye, je vais vous demander quelle pièce vous pouvez vous donner, apporter à cet édifice qu'ils ont commencé à bâtir déjà. Quelle est la définition de l'intelligence artificielle pour vous? Pour moi, en fait, l'intelligence artificielle, comme l'a dit mes deux prédécesseurs, en fait, c'est tout simplement un outil qui permet d'automatiser les tâches qu'un humain ferait ou un animal de façon automatique sans l'intervention de quiconque. Merci, M. Ndiaye. Alors, chers panélistes, puisque nous avons déjà la définition, quel regard avez-vous personnellement de l'intelligence artificielle? Et vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous avez gagné en étant professionnel de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous vous plaisez aujourd'hui dans ce que vous faites? Est-ce que vous aimez l'intelligence artificielle? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que j'aime l'intelligence artificielle? Oui, parce que ça me permet de gagner ma vie, tout simplement. Mais la réponse la plus longue, en fait, moi, dans mon travail de tous les jours, j'utilise l'intelligence artificielle comme un outil qui me permet de faire ce qui est mon vrai travail, en fait. Je vois pas ça comme je vois l'intelligence artificielle comme un autre outil que j'ai à ma disposition, peut-être une calculatrice. Et quand je l'utilise, en fait, elle me permet de faire des tâches à une certaine vitesse, d'automatiser des choses. Et du coup, c'est comme si on avait un outil magique. C'est pas du tout magique, il faut beaucoup de temps pour pouvoir l'utiliser et comprendre comment l'utiliser dans les bonnes conditions. Mais vous pouvez le voir comme le parallèle avec la calculatrice, en fait. Si vous devez résoudre des équations sans une calculatrice, vous allez y passer beaucoup de temps et probablement vous pourrez faire énormément d'erreurs qui ne sont pas dues à vos incompétences, mais juste peut-être à la fatigue. De la même manière, quand vous utilisez l'intelligence artificielle pour résoudre certains problèmes métiers, donc qui ont un impact business sur les choses, l'intelligence artificielle vous permet parfois d'aller plus vite et d'être plus précis et de consacrer son temps, en fait, sur les choses qui sont les plus importantes, donc pour interpréter par exemple les résultats que vous produisez à partir de l'intelligence artificielle et discuter avec les humains qui vont utiliser les résultats de ce que vous produisez, par exemple. Merci. Alors, Monsieur Lapointe, quelles sont les applications ou développements qui vous passionnent le plus en intelligence artificielle? Tout ce qui fait référence à l'IA générative, donc l'intelligence qui permet de générer des textes. Dans mon cas, dans ma pratique artistique, c'est surtout générer des images. J'avais une intervention à l'école d'été en intelligence artificielle qui parlait d'art algorithmique et d'esthétique. Autrement dit, la question subversive que j'aimais poser, c'est est-ce qu'un jour,
l'intelligence artificielle peut remplacer un peintre, un poète, un chorégraphe, un musicien. Il y a plusieurs tentatives de le faire dans le domaine, des fois qui fonctionnent très bien. J'ai donné comme challenge aux étudiants de générer des images par intelligence artificielle et les résultats sont fascinants. Surtout la rapidité. Si on demande à un peintre de faire une toile, ça peut lui prendre des semaines. L'intelligence artificielle, en quelques secondes, peut nous générer des images simplement à partir d'une requête qu'on inscrit sur ordinateur. Par contre, et c'est le bémol que j'ose ajouter, il ne faut pas oublier que derrière toute intelligence artificielle, il y a des humains, ceux qui ont codé l'intelligence artificielle et ceux qui l'utilisent par la suite. Donc, les ingénieurs, les informaticiens sont les experts pour coder l'intelligence artificielle, mais les utilisateurs, qu'ils soient des artistes, des étudiants qui veulent utiliser ChatGPT pour produire un texte, ben, il faut dire à l'intelligence artificielle quoi générer. Et c'est là, pour moi, qui est la part d'humanité qui reste encore, la part de créativité. Si j'écris « Génère-moi une image », c'est l'exemple que j'ai donné aux étudiants, « Génère-moi une image de femmes à Cotonou qui vendent des tomates au marché », ben, il va aller chercher dans une base de données des femmes qui vendent des tomates au marché, il va reproduire exactement la même chose. Il n'y aura pas de nouveauté. Par contre, si je lui dis « Génère des femmes qui vendent des tomates au marché de couleurs fluorescentes », vous ne verrez jamais ça dans une banque de données qui est basée sur des véritables photos. Et là, l'intelligence artificielle va avoir compris, fluorescence, voici quelle est la couleur que je vais utiliser. Et tout d'un coup, on va avoir une image qui va être futuriste. Ça, l'IA ne peut pas y penser par elle-même. C'est un humain qui a eu cette idée de faire quelque chose qui... Il y a toujours l'humain derrière. Toujours. Merci à vous, Monsieur Lapointe. Alors, Monsieur Justin, votre passion pour l'intelligence artificielle, vous avez été lauréat de l'EIA 2022, si je ne me trompe, c'est bien ça? 2021. 2021, la première promotion. Voilà. Vous avez poursuivi au laboratoire d'intelligence artificielle à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Aujourd'hui, vous êtes aux études en France. Alors, dites-nous, pourquoi cette passion pour l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui vous maintient dedans? De base, je dirais que moi, j'étais personnellement passionné par le domaine de la robotique, de la mécatronique. Je ne sais pas si le public comprend ce que je veux dire par robotique, mécatronique, mais je vais quand même me permettre de le définir. Quand je dis mécatronique, c'est un grand mot, mécatronique. Ça vient de mécanique, électronique, informatique. Et il y a à côté l'automatisme. Donc ces quatre domaines-là, vous considérez des cercles, je mets mécanique, informatique, électronique et automatisme. Donc ces quatre domaines-là, vous considérez des cercles, je mets mécanique, informatique, électronique et automatisme. Ces quatre domaines-là se chevauchent et donnent la mécatronique au centre. Donc la mécatronique, c'est un peu la synergie de ces quatre domaines-là. Et donc c'est un domaine dans lequel on réalise des systèmes capables au fait de, d'interagir au fait dans le monde réel au fait. Moi, j'étais personnellement passionné par ce domaine-là. Et l'intelligence artificielle, c'est un apport majeur au fait dans ce domaine, dans la mesure où, en industrie, si vous voyez un robot en train de peut-être de trier des objets, ce robot-là ne va jamais prendre en considération les êtres humains qui sont autour. Mais grâce à l'intelligence artificielle, ce robot-là est en mesure d'identifier l'être humain, est en mesure d'éviter de faire du mal à l'être humain. On parle de robots collaboratifs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un plus. C'est ce qui fait que je suis personnellement attiré au fait par ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer dans cette lancée. D'accord. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Ok. Alors, après avoir pris votre point de vue par l'intelligence artificielle et celui du public qu'on a sélectionné, ce public qui, pour moi, n'est peut-être pas forcément un échantillon vraiment représentatif du point de vue général, puisqu'ils étaient tous unanimes sur le fait que c'est une chose de bien, une chose bénéfique, qui n'ont pas soulevé de points négatifs. Alors, j'aimerais savoir, dans votre entourage, dans votre milieu que vous côtoyez généralement, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans votre milieu de travail, que pensent les gens de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle? Pour moi, beaucoup de personnes disent que ça va envoyer des gens au chômage.
Est-ce que pour vous c'est... Il y a pas mal de personnes qui le disent. Est-ce que pour vous c'est bien le cas? Est-ce que, à part ceux qui sont aujourd'hui les mentors de l'intelligence artificielle ou ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, tout le reste sera pour nombre d'entre eux au chômage? Merci. Non, je ne pense pas. Pour la simple raison, je reviens sur ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais pour la simple raison que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et en fait, personnellement, je pense que les gens ont peur parce qu'ils ne comprennent pas comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans ce qu'ils font. À mon avis, en fait, c'est une crainte qui est réelle parce qu'on peut se dire, en fait, on n'a pas tous peut-être le temps à consacrer pour essayer de comprendre comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ce qu'on fait tous les jours. Mais d'un autre côté, je pense que la réponse à laquelle je crois, c'est que ça va aider les gens à améliorer ce qu'ils font. L'intelligence artificielle n'est pas en mesure de remplacer les humains. On aura toujours besoin de gens qui vont valider ce que l'intelligence artificielle va produire. Donc, je ne pense pas que ça va nous envoyer au chômage. Il y aura peut-être des métiers où on aura besoin de moins de monde pour le faire parce qu'on pourra automatiser beaucoup de choses. Mais on aura aussi de nouveaux métiers qui vont émerger, des gens qui seront capables en fait, de travailler en collaboration avec ces intelligences artificielles. Et donc, en fait, on perd des métiers, mais on va en gagner d'autres, en fait, qui n'ont pas encore existé. Donc, pour moi, c'est juste une opportunité. Et il ne faut pas avoir peur. En fait, ce n'est pas des choses qui sont très complexes. Il y a plusieurs façons de les expliquer. Et l'humain est force. Et je trouve que les humains sont beaucoup plus intelligents que les intelligences artificielles. Donc, l'humain est capable de comprendre comment ça fonctionne et de se l'approprier. Juste avant de passer le micro, j'aimerais savoir, est-ce que ça veut dire que les nouveaux métiers qui sont créés sont des métiers liés à l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'en fin de compte, tous les métiers qui seront les plus accessibles seront des métiers relatifs à l'intelligence artificielle? Ce ne sera pas forcément des métiers liés à l'intelligence artificielle, ce sera peut-être des métiers nouveaux, mais qui vont être améliorés. Absolument, d'accord. Merci. Monsieur Lapointe, quel est votre point de vue par rapport à cette crainte? Et déjà dans votre environnement, quel est le point de vue général par rapport à l'IA? Je crois que cette crainte est justifiée et injustifiée à la fois. Comme on l'a dit, c'est un outil. Quand la télévision est arrivée, on avait la crainte de la télévision parce qu'on pensait que ça allait abrutir les populations. Quand l'Internet est arrivé, il y a plein de mauvaises choses sur Internet, mais il y a plein de bonnes choses sur Internet aussi. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc, si on le voit effectivement comme un outil qui va faciliter la tâche de certaines personnes, quand effectivement l'imprimerie est arrivée, avant, il y avait des moines copistes dans des monastères qui recopiaient la Bible ligne par ligne. Et puis, Gutenberg a inventé l'imprimerie. Il y a maintenant dans la bibliothèque des centaines de copies de la Bible. Est-ce que ça a été bien ou ça a été mal? Je crois que ça a été bien. Il y a plein d'exemples comme ça de développement technologique qui ont aidé l'humanité. L'enjeu, pour moi, le plus important dans l'intelligence artificielle, pour bien comprendre son fonctionnement, c'est que l'intelligence artificielle n'existerait pas sans que tous les humains ici dans la salle alimentent cette intelligence artificielle par tout ce que vous déposez sur vos réseaux sociaux, notamment toutes les images que vous mettez en ligne, tous les textes, toute la littérature qui a été numérisée. C'est ce qui permet à l'intelligence artificielle de comprendre et de devenir de plus en plus efficace. Merci beaucoup. Monsieur Justin, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Je pense en effet que c'est vrai ce que mes prédécesseurs ont avancé, parce qu'en effet, l'intelligence artificielle fait peur à de nombreuses personnes. Et je pense qu'il est préférable de s'informer. De s'informer pour comprendre au fait comment cette intelligence artificielle fonctionne et pour pouvoir voir au fait comment faire pour l'intégrer au fait dans ses activités. Parce qu'elle va vous permettre d'être plus efficace. Merci à toi, Jospin. Merci à nos panélistes. Alors, nos chers panélistes, quelle analyse peut-on faire aujourd'hui de l'impact de l'intelligence artificielle sur notre quotidien? Il paraît que l'intelligence artificielle crée la paresse, abrutit les élèves, les étudiants qui ne veulent plus faire d'efforts, parce qu'il y a ChatGPT par exemple, et le problème de socialisation, parce que moi je suis sociologue, de plus en plus on peut appeler ses parents juste par
appels vidéo et on ne fait plus attention à la socialisation, au contact humain, alors que ça fait partie des grandes valeurs de l'Afrique, par exemple. C'est une inquiétude. Oui, très bonne question. Je pense que je vais commencer par la dernière. L'impact, par exemple, des réseaux sociaux, la facilité d'accès des réseaux sociaux. Je pense personnellement qu'il faut des garde-fous à côté pour contrôler la façon dont on consomme ces réseaux sociaux. Moi, le premier, j'aimerais en consommer moins pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses, en fait. Je pense que c'est un problème qui est plus général, pas forcément lié à l'intelligence artificielle en elle-même, mais qui est un problème d'actualité. En fait, on est tous, on va dire, victimes de la surutilisation des outils technologiques, et surtout des réseaux sociaux. Et pour la première question, c'était... la paresse. Ah, la paresse, oui. Ouais. Bon, les deux se rejoignent. Depuis l'avènement de ChatGPT, on a la capacité, parce que ChatGPT a été entraîné sur les données de l'Internet, et ChatGPT a la capacité de synthétiser beaucoup d'informations à une vitesse exponentielle. Et puis même tant qu'on parle de ce problème de socialisation, on se rappelle de la période de Covid. L'IA a quand même aidé à limiter la propagation de la maladie à travers le travail par vidéoconférence, etc. Monsieur, votre avis sur la question? Sur la paresse et sur les réseaux sociaux, je suis du même avis que mon collègue, que l'IA peut nous entraîner vers la paresse, mais peut accroître notre productivité et l'efficacité. Il est vrai qu'une recherche bibliographique, n'importe quel étudiant qui entame un master, une thèse, peut passer 2 mois, 3 mois, 6 mois à faire une recherche bibliographique et je vous garantis, on rate toujours quelque chose. C'est par effet boule de neige qu'on va aller voir la bibliographie d'une autre bibliographie, d'une autre bibliographie. On va réussir à trouver, après 6 mois, on se dit, pourquoi je n'ai pas commencé par trouver cet article scientifique, c'était le plus important. L'IA, on va lui demander, fais-moi une recherche bibliographique et en quelques secondes, elle va nous sortir 150 publications. Tant mieux. On va pouvoir par la suite passer plus de temps à faire véritablement notre recherche. Est-ce que c'est paresseux? Non, ce n'est pas de la paresse. Où ça devient de la paresse, c'est quand on demande à l'IA d'écrire notre thèse à notre place. Et surtout de croire que notre jury ou les professeurs à qui nous allons remettre des travaux ne seront pas capables de faire la distinction. Pour les réseaux sociaux, maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes dans la salle. Tous ceux qui sont parents qui ont des adolescents peuvent penser que c'est la 7e plaie d'Égypte, effectivement, les réseaux sociaux. Comme la télévision, comme Internet, je le disais, c'est un outil. Ce qu'il faut peut-être rappeler aux utilisateurs, c'est que c'est une intelligence artificielle. Les algorithmes qui sont derrière ces réseaux sociaux-là, leur seule fonction, c'est de vous maintenir accro aux réseaux sociaux en vous montrant du contenu qui vous intéresse. Donc, je n'ai pas besoin de savoir comment construire une voiture pour conduire une voiture. Je n'ai pas besoin de savoir coder de l'IA pour utiliser l'IA, mais je dois quand même être conscient que ça nous maintient dans cette bulle qui, des fois, n'est pas toujours saine, peut amener des propos malsains, et que c'est uniquement des humains qui ont codé ces algorithmes-là pour nous forcer à rester longtemps sur les réseaux sociaux. Donc, avoir une hygiène numérique personnelle qui met un temps d'écran, qui peut-être une journée par semaine nous empêche de l'utiliser et d'aller à la bibliothèque comme ici et de lire des vrais livres, peut-être que ça va nous empêcher d'être pris dans cette bulle technologique-là ad vitam aeternam. Avoir une hygiène numérique personnelle, j'ai retenu ça et je pense que c'est très important. Justin, votre point de vue sur la question? Est-ce que vous pensez que ça vous rend paresseux personnellement? Je pense que mes prédécesseurs ont
commencé dans la bonne lancée et je vais essayer de continuer en faisant de même. En effet, il faut vraiment faire très attention aux réseaux sociaux parce que derrière, ce sont des gens qui ont en fait des diplômes pour coder cela. C'est-à-dire, eux, ils sont là seulement pour faire en sorte que vous soyez toujours sur votre téléphone. C'est leur objectif. C'est commercial. Oui, c'est commercial. On peut dire que c'est commercial, publicitaire. Voilà, publicitaire aussi. Ça vous permet de voir beaucoup de pubs, de dire ah oui, ceci est là, j'irai acheter peut-être ceci, il y a telle promotion, et ainsi de suite. Et donc, l'objectif, c'est de s'enrichir de l'autre côté. Donc, il va falloir que vous, en tant qu'utilisateur, vous fassiez très attention en fait, face à vos téléphones portables, face aux réseaux sociaux. Et moi, je pense qu'il faut aussi en tirer un bon profit, comme le disait Monsieur Thiam. C'est que, par exemple, avec ChatGPT, moi, par exemple, si je ne comprends pas un sujet, je demande à ChatGPT, ce sujet-là, j'aimerais que tu me cites, au fait, les grands points qu'il faut que je comprenne, il faut que je maîtrise, pour pouvoir, au fait, pouvoir spéculer sur le sujet. Et donc, avec ChatGPT, vous avez, au fait, une liste de points clés que vous devrez aborder, que vous devrez comprendre. Ça, c'est un atout majeur. Et moi, je pense qu'il va falloir en fait chercher à tirer à chaque fois du profit de ce que vous avez devant vous et ne pas se laisser conduire au fait. C'est un peu ça. Merci, Justin. Bon, moi, j'aimerais faire un petit récap qui est de réinventer le modèle d'utilisation de l'outil numérique pour ne pas tomber dans l'abus. C'est globalement ça aussi ce qu'il faut tirer de ça. Alors, j'aimerais demander alors quelle aptitude il faut développer, quelle aptitude adopter aujourd'hui pour bénéficier des atouts de l'intelligence artificielle et aussi sans porter atteinte aux valeurs humaines. Oui, déjà il faut, comme c'est un outil, il faut surtout pas l'utiliser pour faire du mal. Et je pense que c'est la responsabilité de tout un chacun de savoir en fait comme on est jugé sur d'autres choses. Là aussi, en fait, on a la responsabilité de ne pas utiliser cet outil à des fins sombres. Pour moi, l'attitude à avoir, c'est d'être curieux, d'aller s'informer, se documenter. On peut être surpris sur la façon dont on peut s'en servir dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, on peut trouver des applications de l'intelligence artificielle qui peuvent nous aider à optimiser ce qu'on fait au jour le jour. Et un autre point qui est quand même très important et qui, pour moi, concerne les ingénieurs qui développent ces modèles, je pense qu'ils ont aussi une part de responsabilité sur la façon dont ces modèles sont calibrés et en fait l'information aussi qu'il faut sortir. Il peut être difficile en fait de créer un outil et d'assurer en fait que cet outil va être utilisé seulement en bien. C'est impossible de faire ça. Mais par contre, on peut informer les gens sur les problèmes, sur les biais qui viennent avec cet outil. Tout à l'heure, François a parlé des biais qui existent dans l'entraînement de ces modèles. En fait, c'est de la responsabilité aussi des gens qui créent ces algorithmes de communiquer sur ces biais pour que les gens qui les utilisent, ils les utilisent en ayant toute conscience des limitations de ces outils. Alors, monsieur Lapointe, j'aimerais savoir quelle est l'implication, comment est-ce que les jeunes ingénieurs d'aujourd'hui, ceux qui développent ces intelligences artificielles, doivent agir pour respecter l'aspect éthique et sociologique dont on parlait justement. C'est un des aspects les plus importants, l'éthique. D'ailleurs, je ne me rappelle plus en quelle année, il y a quelques années, il y a la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle qui a réuni des chercheurs, des philosophes, des ingénieurs de partout dans le monde qui se sont dit « ça va un peu trop vite ». Le but d'une compagnie, naturellement, c'est d'être rentable. Donc, si on crée un nouveau réseau social qui rend les gens encore plus accros et qui nous permet de vendre encore plus de pubs et que nos actionnaires sont encore plus riches, ben, on s'en fout un peu de l'éthique. Donc, et l'humain va être mis de côté. Donc, toutes ces questions éthiques-là, c'est la responsabilité des ingénieurs, c'est la responsabilité des informaticiens qui font les codes, mais c'est aussi la responsabilité organisationnelle des compagnies. Il y a un aspect dont on oublie souvent de parler quand on parle des crises planétaires mondiales. Vous savez que la plus importante, c'est certainement la crise du dérèglement climatique.
et qu'à chaque fois qu'on utilise, comme chacun d'entre nous, notre téléphone, eh bien, on contribue au réchauffement climatique parce que l'intelligence artificielle, on a l'impression que tout est dans notre téléphone. C'est des banques de données, c'est des multi-ordinateurs qui sont en cluster qui ont besoin d'être constamment alimentés et refroidis. Donc, la crise climatique est associée avec l'intelligence artificielle parce que les gens vont en faire une utilisation de plus en plus poussée. Et donc, on pense que quand on prend l'avion, tout le monde sait que quand on prend l'avion, ça va avoir un effet sur le changement climatique, mais personne ne réalise qu'à chaque clic, chaque like que l'on fait sur des réseaux sociaux, eh bien, on contribue un petit peu au changement climatique. Et je pense que l'effet global est beaucoup plus important que toutes les usines au charbon qu'il peut y avoir dans le monde. Merci, Monsieur Lapointe. Alors, Monsieur Justin, dites-nous, quelle est votre vision personnelle de la place de l'intelligence artificielle dans la société, disons, dans 10, 20 ans? Quel est votre regard? Je pense personnellement que d'ici 10, 20 ans, l'intelligence artificielle sera quasiment partout. C'est vrai, l'intelligence artificielle est déjà à de nombreux endroits déjà, mais je pense qu'avec cette lancée-là, nous aurons l'intelligence artificielle partout. Et il va falloir, comment je vais dire, il va falloir en fait s'informer, comme je disais tout à l'heure, s'informer pour pouvoir en fait bénéficier de cela. Aujourd'hui, nous voyons, il y a l'intelligence artificielle en médecine par exemple, et avec l'intelligence artificielle en médecine, les opérations chirurgicales sont de plus en plus réussies. Mais si on continue dans cette lancée, probablement demain, ce sera des robots qui vont totalement réaliser des opérations chirurgicales. Et ce serait seulement aux médecins de superviser cela. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est... les médecins seront là? Oui, ils seront toujours là. C'est très important. Les médecins seront toujours là. C'est très important. Parce que, comme le monsieur le disait, et monsieur Lapointe le disait tout à l'heure, il y a des biais toujours. Toujours des biais que les programmeurs cherchent toujours à corriger. Et du coup, s'il n'y a pas un superviseur, un agent, on risque de conduire à notre pète. Au fait. Donc il va falloir toujours au fait, avoir cette idée de dans la tête, voilà, de superviser et de toujours au fait, bénéficier, au fait, tirer parti au fait, de cette intelligence artificielle-là. Et je pense que ça serait vraiment une bonne chose, parce qu'elle nous aide vraiment. Merci Justin. Monsieur Yag, comment vous l'IA d'ici 10 ans, 20 Est-ce que tout le monde aurait déjà accepté s'adapter à ça? D'ici 10 à 20 ans, je pense que l'IA va continuer et va se renforcer dans le monde. On aura beaucoup plus d'intelligence artificielle dans plus d'outils. Je vais peut-être reformuler la question. J'aimerais parler de mon souhait dans 10-20 ans. Je souhaiterais que en Afrique, par exemple, nos langues locales soient beaucoup plus accessibles dans les outils comme ChatGPT. Aujourd'hui, on utilise tous ces outils, mais on les utilise en anglais, en français, dans les langues occidentales, pour la plupart. Mais il faut aussi, mon souhait, ce serait que dans 10 à 20 ans, qu'on puisse ouvrir ChatGPT et parler en Wolof, par exemple. En Fongbe, en Batonou. Voilà, ce serait génial pour moi. Ce serait, en tout cas, ça permettrait à une plus large, des populations qui n'ont aujourd'hui pas accès à ces outils, de pouvoir en bénéficier et de l'utiliser, en fait, de potentiellement créer des cas d'usage de ces intelligences artificielles avec ces outils. Merci à vous. Nous sommes déjà à la fin de la première partie de cette activité. Et comme vous le savez, à Bénin Excellent, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages très intéressants. Nous avons plus de 60 000 livres mis à votre disposition, soit pour des consultations sur place, soit pour la possibilité de prêt. Et nous avons également des ouvrages d'intelligence artificielle. Nous allons donc inviter respectueusement les panélistes à nous suivre vers la table de livres pour faire un choix. Salut l'ami, comment ça va?
Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler. Alors, au début de ce magazine, nous l'avions annoncé, nous sommes dans le mois de l'intelligence artificielle à Béni Excellence, voilà, et à la Fondation Vallée. Et nous sommes sur le site de Calavi qui abrite l'école d'été sur l'intelligence artificielle pour les juniors. Nous avons justement avec nous le coordonnateur de ce programme, M. Suleiman, que nous prions de recevoir avec des applaudissements, s'il vous plaît, pour nous parler de ce programme qui concerne les enfants et qui démarre lundi. Oui, merci Tata Larissa. Merci bonjour. à vous, vous avez la parole. Bonjour aux chers panélistes, bonjour à tous. Comme l'a dit Tata Larissa, l'école d'été sur l'intelligence artificielle, c'est 2 catégories. Nous avons la catégorie junior et la catégorie senior. Les seniors démarrent bien souvent 2 semaines avant et les seniors démarrent 2 semaines avant et les juniors après. Donc cette semaine déjà, lundi prochain déjà, les juniors vont démarrer. Et comment ça se passe du côté des juniors? La cible déjà, c'est les apprenants des classes de 6e en 3e. Donc ils soumettent leur dossier dès le 1er mars et cela clôture au même moment que les seniors le 30 avril. La seule plateforme, c'est eeia.bj. Alors les différents modules qu'on leur déroule, c'est principalement l'initiation à l'informatique, ensuite l'initiation à l'algorithmique, après l'initiation à la programmation en Scratch et enfin l'initiation à l'électronique. Et à la fin, il y a des projets d'application qu'ils réalisent et qu'ils présentent à la journée, à la clôture en fait, au même moment que leurs aînés. Une clôture où ils sont notamment tous invités à venir assister. Donc tout le monde est invité à Béni Excellence. C'est pour quelle date cette année? Pour quelle date? C'est à quelle date? Vous voulez parler de la clôture, oui. le 17 août prochain, tout le monde est invité sur le site de GoDomain pour voir les merveilles, tout ce que ces apprenants ont appris et ont essayé donc de réaliser comme projet. Alors vous êtes en train de nous dire qu'après 2 semaines, les enfants auront à réaliser des projets qui vont vraiment nous impressionner, c'est bien ça? C'est exact. Et donc pour découvrir ces projets, il faudra venir pour la cérémonie de clôture. Exactement. Pour mieux découvrir ces projets, tout le monde est invité. Vous verrez, l'année dernière déjà, vous pouvez aller sur les sites, sur notre, la plateforme eeia.bj pour voir les différents projets réalisés par leurs prédécesseurs. Vous comprendrez un peu ce qui pourrait être nouvellement réalisé. Et c'est beaucoup plus en électronique, des petits robots que ces enfants auront à concevoir, à gérer, et vous verrez à peu près les différents projets. C'est impressionnant. Monsieur Suleiman, merci. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, vous êtes rapproché de la table, vous avez eu le temps de voir un petit échantillon des livres d'intelligence artificielle qui est à BE. Vous avez fait la sélection, vous avez choisi un. Quel ce livre vous inspire en particulier? Vous pouvez montrer à la caméra, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez choisi ce livre et ça vous inspire d'avoir ça dans nos rayons? Pour moi, déjà, je vais d'abord dire l'intitulé du livre, c'est l'intelligence artificielle en pratique avec Python, recherche, optimisation, apprentissage, de Hugues Bersini et Ken Alselman. Pour moi, c'est un très bon livre dans la mesure où j'ai feuilleté, j'ai vu la table des matières et je pense que ce livre, déjà pour quelqu'un qui a des bases en Python et qui cherche à comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne, qui cherche au fait à explorer divers domaines de l'intelligence artificielle, il peut utiliser ce livre dans la mesure où il y a de petits exercices qui, au fait, traitent peut-être des réseaux de neurones, de l'autre côté des arbres de décision, ainsi de suite, et qui vont vous aider, au fait, si vous utilisez ce livre, à comprendre, au fait, comment on peut utiliser ces différents domaines-là de l'intelligence artificielle pour, au fait, rendre des tâches, pour, au fait, automatiser des tâches et les rendre, au fait, plus productives. Merci à vous.
Monsieur Justin. Alors, Monsieur Lapointe, quel est votre choix? Mon choix est ce livre qui s'intitule Contre-Atlas de l'intelligence artificielle. Le sous-titre est Les coûts politiques, sociaux et environnementaux de l'IA, dont l'auteur Kate Crawford. En fait, j'ai choisi ce livre-là parce que je n'avais pas mes lunettes et c'est celui pour lequel le titre était le plus gros. Mais une fois que j'ai mis mes lunettes et que j'ai lu le 4e de couverture, en fait, c'est pour Larissa que j'ai choisi ce livre. Kate Crawford est une sociologue qui inaugure en 2019 la chaire IA et justice sociale à l'École normale supérieure de Paris. Et ce qui m'intéresse dans l'IA, contrairement à mes collègues qui sont plutôt des codeurs et qui ont été attirés tout de suite par des livres plutôt en informatique, ce qui m'intéresse, ce sont effectivement, comme le sous-titre le dit, quels sont les coûts et les impacts environnementaux, sociaux et politiques de l'IA. Donc, je vous lis simplement 2 phrases qui sont citées. L'IA, en fait, ne fait pas grand-chose d'artificiel. C'est une industrie qui est vorace en ressources naturelles, matérielles, logistiques et humaine. On peut se demander si elle est vraiment intelligente. Elle est développée et conçue sans contrôle, ni évaluation, sans critères de justice, sans critères d'éthique. L'IA renforce la toute-puissance des géants, de la tech et des institutions qui l'adoptent. Elle est le reflet du pouvoir, l'expression d'un nouveau colonialisme. Et donc, cette phrase est quand même assez importante quand on la cite en Afrique. Est-ce que l'IA va finalement perpétuer des discriminations qui existent déjà? Et comme tu le disais, les langues traditionnelles ne sont pas intégrées dans des modèles tels que ChatGPT. Et éventuellement, est-ce qu'on va encore être obligé de plus en plus de se soumettre à ce que l'IA nous impose? Merci à vous, Monsieur Lapointe. Vous avez parfaitement réussi l'exercice. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Yag. Alors, moi, de mon côté, j'ai choisi l'intelligence artificielle, générative ou pas, pour les nuls. C'est important. Pour moi, en fait, cette série de livres pour les nuls, ça permet d'expliquer des concepts assez compliqués à tout un chacun. C'est pas forcément pour les nuls, c'est juste que c'est bon, je peux me considérer comme un nul, mais je pense que ça participe en fait à donner accès à un grand public aux concepts qui sont développés aujourd'hui. Merci à vous, chers panélistes. Vous avez parfaitement réussi l'exercice. Merci à vous. C'est la 3e étape, l'étape que le public aime le plus, parce qu'il y a certainement des préoccupations, il y a des apports. Donc nous allons commencer par la rangée de gauche. Nous allons prendre les intervenants. Une question par personne, s'il vous plaît. Est-ce que l'IA ne surpasse pas parfois l'intelligence humaine? Les humains seront toujours plus intelligents que l'IA. C'est une conviction, je peux me tromper, mais c'est une conviction personnelle. Tout dépend de comment on définit l'intelligence. Ne pensez-vous pas que le taux de chômage peut augmenter à cause de la surcompétence de l'intelligence artificielle? Parce que beaucoup disent que l'intelligence artificielle est vraiment très efficace. Ne pensez-vous pas qu'ils vont dire que les hommes ne sont plus efficaces, donc on va les renvoyer? Bon, ma deuxième question rapide, c'est que, Monsieur Lapointe, vous avez beaucoup voyagé. Donc, selon vous, est-ce que grâce à la bibliothèque Bénin Excellence, l'intelligence artificielle au Bénin peut rejoindre bientôt l'intelligence artificielle en France? Ou peut-être même la surpasser? De ce que j'ai vu de l'école d'été en intelligence artificielle, certainement. Il n'y a pas de frontière à l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas de frontière à l'intelligence humaine. Et l'intelligence artificielle est créée par des êtres humains. Donc, si on pense que l'intelligence béninoise est égale à l'intelligence française, bien, les informaticiens béninois vont coder de l'intelligence artificielle qui est de qualité égale, voire supérieure à ce qu'on voit dans d'autres pays. Et d'ailleurs, c'est ce dont la Fondation Valais et Bénin Excellence fait la promotion, de recruter certains de ces étudiants, on est rendu à combien? 80 000 bourses, je crois que le président disait, 80 000 bourses de jeunes étudiants, peut-être comme toi, qui éventuellement vont avoir la chance d'aller poursuivre leurs études dans les meilleures institutions pour devenir dans quelques années, un panéliste qui sera ici à nous répondre de manière aussi loquace que ta question que tu as posée. Donc, je te le souhaite de tout mon cœur. L'intelligence artificielle va nous permettre
changer la manière dont ceux qui travaillent vont travailler désormais. Et du coup, ces gens-là vont devoir faire des auto-formations. Moi, c'est une réflexion que j'ai. Vu que l'intelligence artificielle, comme l'a dit M. Justin, prendra la place de certaines tâches répétitives qu'effectuaient des humains, quel mot a-t-on à leur dire pour qu'ils ne désespèrent pas parce qu'ils vont vivre? Quel mot a-t-on à leur dire conformément au thème qu'est les perceptions sociologiques et les relations humaines? Quel est l'impact négatif? Comment résoudre cet impact négatif qu'a l'intelligence artificielle sur la sociologie, les discussions entre les êtres humains? Parce que si un chauffeur disparaît, qui n'a plus son boulot avec la voiture autonome, il n'y a plus de discussion entre celui qui prend, entre les relations humaines disparaissent. Donc, quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour limiter cet impact-là? Merci. N'oublions pas que l'intelligence artificielle, ça reste une machine. Et dans des relations humaines, les notions d'empathie, de compassion, de bienveillance, un médecin qui va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter un cancer, moi, je ne voudrais pas personnellement que ce soit un ordinateur qui me dise « Monsieur, vous avez le cancer, il vous reste 6 mois à vivre ». Il va y avoir un médecin qui va recevoir ces informations-là, qui vont être peut-être beaucoup plus efficaces que ce que les radiologistes faisaient. Tant mieux, ça va permettre aux médecins de passer plus de temps de qualité avec les gens qui viennent, les patients qui viennent le rencontrer. Je ne sais pas comment c'est au Bénin. Oui, je le sais, parce que M. Padonou a fait les statistiques. C'est 1,7 visites médicales en moyenne dans les établissements carcérales et 0,8 fois par année que vous avez la chance de voir un médecin. Pourquoi? Parce qu'ils sont débordés à écrire des rapports, à lire des trucs. Donc peut-être qu'en déléguant certaines de ces tâches-là à l'intelligence artificielle, il va avoir plus de temps justement pour les relations humaines. Donc moi, je pense que je suis positif par rapport à ça. L'IA ne va pas remplacer les humains et ne va certainement pas remplacer les relations humaines. On l'a vu justement alors qu'on était tous derrière des écrans pendant la pandémie. Tout ce qu'on voulait, c'est retourner en classe, pouvoir blaguer avec nos collègues et puis avoir non pas simplement une tête, mais aussi des jambes et un corps et avoir 3 dimensions plutôt que d'écraser en 2 dimensions sur un écran. Je crois que vos interventions nous ont suffisamment montré les atouts que représente l'intelligence artificielle. Ma question concerne en fait les dangers plutôt, parce que c'est pas juste le chômage, d'après moi, la seule préoccupation. Depuis, on parle des outils qui peuvent être contrôlés par l'humain. Mais en machine learning, il y a des humanoïdes, par exemple. Il y a des outils qui ont été dotés de suffisamment de connaissances pour pouvoir se contrôler elles-mêmes et poser des actions. Du coup, est-ce que tout ça ne pourrait pas se retourner contre nous à un certain moment? En plus, il y a les cybercriminels. En effet, il faut savoir que ces grandes entreprises-là qui développent ces genres de robots ont aussi des ingénieurs qui travaillent sur ce côté-là. Et je pense que c'est une responsabilité partagée, je dirais, parce que dans la mesure où il y aura toujours des ingénieurs qui vont chercher à faire du mal et il y aura d'autres qui vont chercher à faire du bien. Alors, on va passer à une dernière question qui est l'étape de conseil. Oui, l'étape de conseil. J'aimerais avoir un conseil à l'endroit des personnes qui ont des préjugés sur l'intelligence artificielle, qui sont méfiées, qui ne perçoivent pas encore les avantages à l'heure d'aujourd'hui. Il faut s'informer. Moi, je suis convaincu que c'est accessible à tout le monde. On a tous l'intelligence de comprendre ce que ces machines font. Et si vous êtes dans une position où vous sentez que vous n'avez pas compris, c'est peut-être que l'explication n'est pas adaptée à ce que vous avez comme bagage et que, en fait, certainement l'explication n'est pas bien faite. Faut pas se désespérer et aller chercher une autre explication qui est plus adaptée. Merci. Monsieur Mbouani, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce conseil? Je vais dans la même lancée. Il faut s'informer parce que pour moi, si on regarde un peu plus en arrière, le téléphone portable, beaucoup de gens étaient contre. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise le téléphone portable au moins pour appeler un de ses proches. Et je pense que ça serait pareil avec l'intelligence artificielle. Du coup, pour moi, le mieux, c'est de vite s'informer pour pouvoir en fait, bénéficier le plus vite possible au fait de ces avantages-là que l'intelligence artificielle nous procure.
Merci beaucoup. Alors, le mot de fin, nous serons avec Monsieur Lapointe pour le mot de fin. Que dire d'autre que de répéter ce que mes collègues, bien sûr, l'information, l'éducation. Je pense qu'il est important d'avoir des préjugés et surtout rester critique par rapport à l'intelligence artificielle. Ça va résoudre des problèmes importants pour la société, mais elle peut perpétuer des biais et des discriminations. Et donc, rester éveillé et demander des compagnies, effectivement, d'essayer d'être plus transparents dans leurs algorithmes et leur utilisation et comment les intelligences artificielles ont été entraînées. Alors, nous sommes au thème de ce numéro. Nous sommes très ravis de vous savoir si nombreux et si attentifs du début jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez véritablement aimé ce numéro de votre magazine préféré, l'invité, numéro spécial EEIA. Nous vous disons merci. C'est le moment de remercier ce charmant public pour l'attention, les apports, les questions posées. Merci à nos panélistes pour le partage. Merci. Merci Julien. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée pour l'organisation de ce magazine. Merci à chacun et à tous. Nous serons encore là samedi pour un numéro spécial anniversaire du magazine L'Invité, samedi à 10h, samedi prochain. Prenez donc déjà le rendez-vous. Nous parlerons de l'importance de l'apprentissage des langues. Prenez le rendez-vous. Nous serons avec des panélistes très éminents et vous allez beaucoup aimer. D'ici là, portez-vous bien. On se dit donc à très bientôt, j'espère. Très bientôt. Merci. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux. Bénin Excellence, pour la promotion d'excellence dans notre pays, par l'éducation ici.